Claire Durieux est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Alors, depuis la chute du gouvernement Bayrou, plus rien ne semble avancer, pas de budget voté, accord de Bougival suspendu. On peut avoir l'impression que votre mission se retrouve sans cap politique clair. Est-ce que vous êtes encore en mesure d'agir ce soir ? Oui, bien sûr, je vous le confirme. La mission, elle a été installée justement pour donner une certaine continuité dans le suivi au niveau de l'État des dossiers économiques et sociaux en Nouvelle-Calédonie. Donc je vous confirme que la mission se poursuit. C'est tout l'intérêt du fait qu'elle n'est pas dans un cabinet ministériel. Elle perdure, quel que soit le gouvernement en place. Dans les conditions actuelles, comment est-ce qu'on peut maintenir un dialogue ? Alors, c'est très important de le maintenir. Et d'ailleurs, c'est ce à quoi je me suis employée depuis 15 jours. J'ai vu le gouvernement, les différents groupes politiques au Congrès, les maires, les présidents de province, bien sûr, également le Sénat coutumier. La semaine prochaine, ce sera le CESE, le monde socio-économique. Et puis, bien sûr, de très nombreux échanges avec les habitants directement sur le terrain. C'est important. Et je tiens à préciser qu'il y a la continuité de l'État et que la mission poursuit ses travaux et que j'ai des interlocuteurs y compris dans les cabinets actuellement. Alors, depuis une semaine, vous le dites, plusieurs responsables, vous avez rencontré plusieurs responsables politiques. Il y en a certains, parmi les responsables politiques ou syndicaux, qui parlent d'injection technocratique de missions hors sol. On vient d'entendre Philippe Gomès là-dessus. Est-ce que vous sentez un durcissement sur le terrain ? Alors, peut-être pour répondre sur la méthode de la mission et prendre un peu de champ sur le soutien de l'État, puisqu'on a entendu un extrait, je tiens juste à rappeler quelques chiffres. L'an dernier, en 2024, le soutien de l'État, c'était 324 milliards de francs CFP. Ça, c'est le total de l'argent de l'État, sous toute forme, subventions, prêts, etc. Un tiers du PIB. Qui est arrivé sur le territoire. C'est ça, c'est un tiers du PIB. Donc concrètement, il y a 1 franc sur 3 l'an dernier en Nouvelle-Calédonie, qui, d'une manière ou d'une autre, venait du contribuable national. Donc le soutien de l'État, il est absolument massif. Ensuite, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on l'ajuste au mieux en 2025 et surtout à partir de 2026. Et ça, c'est mon rôle, en lien avec les autres services de l'État, que de faire des propositions. Quant à la question de la déconnexion et de l'émission technocratique, c'est tout l'inverse, en réalité, que cherche à faire la mission, puisqu'elle ne fera pas seule, elle ne fera pas à la place des élus ou des collectivités, mais elle n'intervient qu'en soutien. La mission, elle a été souhaitée par les élus du territoire, et mon objectif, ainsi que celui de mes équipes et des autres services de l'État, c'est vraiment d'être en soutien, en appui, et non pas déconnecté ou seul. Et je l'ai dit, ce sera très important d'impliquer les habitants, les citoyens, dans ce processus de refondation. La semaine dernière, je suis allée à Rivière-Salée, autour Magenta, mais aussi à Koné, à Yengen, à Kawa, pour avoir des échanges directement avec les habitants, et c'est extrêmement instructif. Voilà, donc c'est bien cette méthode-là qui sera recherchée. Alors, en échange de cette aide dont vous parliez tout à l'heure, l'État demande un plan pluriannuel de redressement. Est-ce que ce plan est aujourd'hui caduc, parce que les collectivités locales ne vont pas lancer des coupes budgétaires si elles ne savent pas si les crédits de l'État vont suivre ? Alors, c'est tout l'enjeu du travail qu'on va lancer officiellement la semaine prochaine, normalement mardi prochain, avec les élus, donc gouvernement, congrès, province, communes et le monde socio-économique, ainsi que les autorités coutumières, donc Sénat coutumier, et puis le CESE. C'est tout l'objectif que justement de se fixer des objectifs à court terme, donc d'ici la fin de l'année. Il y a 3 objectifs très urgents en réalité, sur lesquels il faut qu'on ait notre plan d'ici la fin de l'année. C'est 1, la situation financière 2026 des collectivités. Déjà, quelle est l'ampleur du déficit et comment on le redresse et quelle est la part de l'État. 2, quel plan d'investissement l'État pourrait cofinancer pour créer un choc de confiance, un choc de relance. Et 3, c'est plutôt la vie quotidienne avec les sujets urgents que sont santé, logement, cantine scolaire, transport scolaire. Et ensuite, au-delà de ça, on a aussi des objectifs à moyen terme. Donc l'objectif, c'est que d'ici mi-2026, on puisse élaborer ce plan pluriannuel de redressement. Et enfin, des objectifs de plus long terme, plutôt à échéance début 2027, pour faire des réformes structurelles au modèle, notamment en matière de jeunesse, de formation, de santé. Voilà, donc voilà l'objectif et le séquençage, avec des échéances de très court terme, parce qu'il y a des urgences, mais aussi des échéances de moyen terme sur lesquelles on va travailler dès à présent, dont le fameux plan de redressement pluriannuel. Et ce qui est le travail qui va se conduire, c'est quel plan de réforme souhaitent faire les élus, puisque c'est eux qui le feront,
et en parallèle, quel va être le soutien de l'État en pluriannuel. C'est tout l'enjeu des travaux qui se lancent maintenant. Madame Durieux, le processus législatif autour de l'accord de Bougival est à l'arrêt. Or, cet accord devait structurer justement un cadre institutionnel stable pour accompagner cette refondation économique. Sans Bougival, est-ce que votre mission devient déconnectée de la politique ? Alors, je vais peut-être rappeler que ma mission ne s'occupe pas des sujets institutionnels. Elle s'occupe exclusivement des sujets économiques, sociaux, financiers, nickel. La mission m'a été confiée le 30 juin 2025, c'est-à-dire avant la conclusion des accords de Bougival. Donc, quelque part, les sujets économiques, ils seront toujours là. Et donc, la mission, elle va se dérouler pour répondre à ces urgences et à ces enjeux de moyen terme, long terme, économiques et sociaux. Ensuite, c'est comme pour tout. S'il y a de la stabilité, s'il y a des perspectives institutionnelles, c'est beaucoup plus simple. Et maintenant, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez encore garantir ? Alors, je peux garantir, et là je me fais la porte-parole, parce que moi je suis seulement fonctionnaire, mais je me fais la porte-parole, je pense, de l'État, quand je peux garantir la solidarité nationale, qui a déjà été démontrée en 2024, mais en réalité aussi en 2025. Donc ce qui est certain, c'est que l'État, et à travers l'État, tous les concitoyens, tous nos concitoyens sont là, seront là, aux côtés de nos concitoyens calédoniens, pour les accompagner et les aider à sortir de cette crise économique et sociale. Voilà, ça c'est une garantie. Et je peux aussi garantir, évidemment, mais ça va de soi, la continuité de l'État. Et enfin, le suivi à long terme de la mission de ces sujets-là. Sous conditions de stabilité locale, bien sûr. Est-ce que vous êtes déjà en mesure de lancer des projets, là, ce soir, ou seulement de tenir à flot ce qui existe déjà ? Alors, il y a déjà des projets qui sont lancés, grâce notamment à ce qui a été voté par le Parlement dans la loi de finances pour 2025. Donc, vous le savez, il y avait une enveloppe de subventions pour la reconstruction des bâtiments publics détruits pendant les émeutes. Et donc là, c'est une enveloppe mise en œuvre par le Haut Commissariat. Et il y a déjà 8 milliards de francs CFP qui ont été attribués aux collectivités. Donc il y a d'ores et déjà des chantiers qui se lancent pour reconstruire ces bâtiments, pour aller de l'avant. Par ailleurs, vous l'avez vu également, cette semaine, le Congrès a validé la deuxième tranche du prêt garanti par l'État de 28,8 milliards de francs CFP. Donc ça, c'est un dossier qui avance. Ça sera versé dans les jours qui viennent par l'Agence française de développement au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Et sur ces 28,8 milliards de francs CFP, qui là vont être débloqués, il y aura 2,5 milliards de francs CFP, très concrètement, pour aller appuyer les projets des communes, pour aller cofinancer les cantines scolaires, le transport scolaire, des actions en faveur de la jeunesse. Donc je pense que vous allez voir dans ces prochaines semaines, grâce à ces financements, un certain nombre d'actions très concrètes qui vont permettre de faciliter la vie de nos concitoyens. Je vous propose, Madame Durieux, de regarder les questions Facebook que nos internautes ont posées sur notre page, sur les réseaux sociaux. Première question, Claudine, qui nous demande si la voie de développement du Mont d'Or fait partie des projets concrets qui sont pris en compte dans votre mission. Alors, je l'ai dit, l'échéance qu'on s'est fixée pour avoir une idée de ce que pourrait être un premier plan de relance financé par l'État, enfin un second après l'enveloppe reconstruction, c'est fin d'année. Donc d'ici là, on instruit, on regarde quels projets sont sur la table, en ayant deux obsessions. La première, est-ce que l'investissement va permettre à moyen long terme d'améliorer la croissance du territoire? Il ne faut pas juste construire quelque chose parce que ça fait marcher à l'instant T le BTP et ensuite que ça n'améliore pas la situation. Il faut à la fois que ça contribue à la relance aussi du BTP, mais que ça permette d'améliorer le développement à moyen long terme. Et la deuxième obsession, c'est que ça ait un impact positif pour la vie quotidienne des concitoyens. Donc là, on regarde tous les projets et on espère pouvoir proposer au gouvernement au niveau national et au Parlement pour arbitrage des choses d'ici la fin de l'année. Mais ensuite, ce sera au gouvernement national, évidemment, et au Parlement d'en décider. Est-ce que vous vous êtes rendu au Mont d'Or ? Alors, j'ai eu l'occasion d'échanger avec la maire du Mont d'Or et d'aller dans d'autres agglomérations de Nouméa, ainsi que dans le Nord, et la semaine prochaine aux îles Loyauté. Autre question, celle de Miguel. Miguel réagit sur les bénéficiaires de votre mission. Il dit, il ne faut pas seulement aller voir les gros agriculteurs, il y a des communes et des tribus qui sont demandeurs pour se développer. Est-ce que c'est entendu ? Complètement. D'ailleurs, c'est un point très important.
qui est celui du développement harmonieux sur l'ensemble du territoire. Donc effectivement, je suis allée à la rencontre d'agriculteurs et d'éleveurs à Boulou-Paris il y a une dizaine de jours de cela, mais je suis également allée à la rencontre d'agriculteurs et d'entrepreneurs en tribu et dans le nord. Donc par exemple à Kouawa, j'étais aux 30 ans de la commune et j'ai eu l'occasion d'échanger avec des anciens de la commune et on a notamment parlé des enjeux très concrets qui se posent en matière de développement, d'accès au foncier, d'accès au crédit quand on est en terre coutumière. Et donc, bien sûr, c'est bien l'ensemble du territoire qui fait l'objet d'une attention de la mission. Et vous souhaitiez, pour terminer cet entretien, adresser un message aux Calédoniens ce soir? Oui, tout à fait, absolument. Un message d'espoir, parce que je dois dire que ce territoire, il est plein de ressources. Il est plein de gens de très bonne volonté, qui ont beaucoup de compétences. Il y a des capitaux en Nouvelle-Calédonie, il y a des infrastructures. Donc, quelque part, il y a tout ce qu'il faut pour faire repartir le territoire. Et je pense qu'il y a aussi un esprit de responsabilité qui est présent. Et on doit d'y arriver à tous les enfants de Nouvelle-Calédonie, quelle que soit leur couleur, leur milieu d'origine. Ils ont tous le même espoir dans le fait qu'on fera les choses bien pour leur avenir. Et je pense que c'est important qu'on ne déçoive pas à cet espoir. Claire Durieux, merci d'avoir accepté cet échange, surtout dans ce contexte actuellement. Merci à vous.